Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. À la date du 10 septembre 2020, le Cameroun comptait 20 009 cas de Covid confirmés, 18 837 personnes guéries, avec malheureusement 415 décès enregistrés. Des chiffres qui sont aujourd'hui la conséquence de la riposte sanitaire apportée par le gouvernement dès le 17 mars 2020. D'après le ministre René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, les résultats particulièrement encourageants se traduisent par un taux de guérison de 94,12% et un taux de létalité de 2,08%. Le porte-parole du gouvernement qui se félicite de ce que le Cameroun, pour avoir su faire face à la situation, peut être considéré aujourd'hui en Afrique noire et même dans le monde comme l'un des pays dont la riposte aura été d'une pertinence et d'une efficacité tout à fait remarquables. Ce sont là les termes du ministre René Emmanuel Sadi. Toutefois, l'on devrait se garder de tout triomphalisme, car avoir le contrôle de la situation ne signifie nullement que le Cameroun a désormais vaincu le Covid-19, a répété René Emmanuel Sadi. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée une fois de plus par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Covid-19 au Cameroun, pas encore vaincu pour le gouvernement. Pour en parler, nous avons invité des médecins et des politiques sur ce plateau. Bonsoir, Maître Tegem. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, mes co-panélistes. Bonsoir à vos téléspectateurs, toujours aussi nombreux. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Merci de m'accueillir. Voilà, merci. À côté de vous, Eric Pilap. Bonsoir, Eric. Bienvenue. Merci, monsieur Retour. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et bonsoir, mes co-panélistes. J'espère que les échanges seront fructueux pour ceux qui nous regardent. En télévision, on ne met pas monsieur, hein, dit Serge Alain. Ok, merci. Voilà, Linus Fouga, bonsoir. Bonsoir mon très cher frère Saint-Jalin, mes interminables salutations à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Je voudrais saluer mes co-panélistes et comme il est de tradition, je voudrais adresser mes salutations chaleureuses au président directeur de la télévision Equinox. Voilà, il vous regarde en ce moment. À côté de vous, docteur Etoa, Roger, ça fait un bon bout. Hein. Vous-même, ça veut dire quoi? Que la pandémie, c'est derrière? Non. Pendant la crise, entre guillemets, vous étiez là tout le temps. Bon, je réponds aux invitations. Oui. Donc, mon temps, une grande partie de mon temps que je consacre aux patients, oui, au travail. Et quand l'occasion se présente, je réponds aux invitations, aux sollicitations des médias dont nous avons été ensemble pendant la crise. Et c'est avec plaisir que je reviens aujourd'hui. Je salue au passage tous vos téléspectateurs, tous les co-panélistes. Toi, dis pendant la crise, tu dis que la crise est partie. Non, non, la crise. Pendant le pic de la crise, peut-être faut que je rectifie, pendant le premier pic de la crise, parce que le Covid-19 n'a pas encore livré tous ses secrets. Oui. Et donc, nous faisons un grand saut comme ça vers l'inconnu. Oui. Et ce sera plus tard dans l'histoire qu'on saura s'il y avait un seul Justement, docteur, toi, vous dites que n'a pas encore livré. C'est comme si on tâtonne un peu, hein, depuis là. On n'arrive pas à trouver le remède miracle, surtout de l'autre côté. Oui. On va parler de Monseigneur Cléda plus tard. Oui, c'est comme si on tâtonne un peu du côté de l'Occident. Dites-nous, c'est quoi le problème? Le Covid-19 est l'un des plus grands défis, oui, auxquels l'humanité et la science est confrontée. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances, tous les grands centres de recherche, toutes les firmes pharmaceutiques, tous les scientifiques
de renom Oui. sont aujourd'hui en train, entre guillemets, de mordre la poussière Oui. face à ce virus qui était encore inconnu il y a en 2019. Oui. Donc, mais l'avantage de l'humanité, c'est que chaque fois qu'elle est confrontée à un défi, elle ne se décourage pas. Elle continue de travailler. Les chercheurs, les scientifiques continuent de travailler déjà pour bien cerner le virus, Oui. pour bien cerner ses caractéristiques, ses manifestations épidémiologiques, les traitements qui peuvent évidemment marcher. Donc la science est au travail et je peux garantir à tous les téléspectateurs, à tous les Camerounais que très bientôt nous allons voir le bout du tunnel. Voilà le bout du tunnel. Nous allons dire également bonsoir. On va accueillir notre 5e invité. Il se trouve à Deauville. C'est un visage que vous connaissez déjà. Docteur Ghislain Nokam. Bonsoir docteur. Bienvenue. Et qu'il en soit. Bonsoir à tous les journalistes et tous les spectateurs des finances. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous et échanger sur les différents sujets. Voilà. C'est avec plaisir que nous allons faire cette émission. Voilà, docteur Nokam, je reste avec vous en France. Vous avez là-bas chez vous décidé d'imposer une fois de plus le port du masque. Oui, effectivement. Pourquoi? Je pense que. Oui, allez-y. Quand on va les faire positifs pour les masques, et il faut bien comprendre que ce virus est toujours là et que le seul moyen, n'est-ce pas, d'éviter la propagation du virus, surtout que les personnes fragiles, c'est le port du masque, c'est les mesures de distanciation. Donc c'est normal que le port du masque soit obligatoire un peu partout en France, même dans certaines rues. Donc, je pense que c'est pour comprendre que le virus, on est encore au début, en fait, on n'est pas encore à la fin de la pandémie, mais il faut continuer toutes les mesures qui avaient été décidées au début de la pandémie. Ben, il y a quand même un cliché qui intrigue, on va le dire comme ça, docteur Nokam. On savait que tous les soirs, le directeur de la santé il sortait les chiffres du côté de la France. Mais aujourd'hui, ce n'est plus... Est-ce qu'elle est passée cette période de psychose? Est-ce qu'on enregistre autant de morts que lors des premiers mois de la pandémie en France? Ben, c'est jamais, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Comme disait tout à l'heure le docteur Edouard, la Covid-19, c'est vraiment un grand défi pour l'humanité. Et donc au début, quand il y a eu cette pandémie, on avait des services de réanimation qui se remplissaient. On avait des centaines, voire des milliers de morts parfois par jour. Donc, du coup, il y avait des cas d'urgence, il fallait que les instances publiques prennent des mesures drastiques et il fallait que le peuple soit surtout rassuré. Donc, l'information du directeur de la santé était très importante pour essayer de stopper un peu la psychose, parce qu'il faut dire qu'il y avait une très grande psychose. Donc, ils ont bien géré la situation. Les services de réanimation ont été bien contrôlés, les nouveaux services. Et grâce à ça, bon, là, aujourd'hui, on vit avec la Covid-19. C'est devenu dans les mœurs, c'est une habitude. Et on a pris des mesures pour éviter qu'il y ait encore plus de mortalité, surtout pour éviter que deuxième pic. Il faut noter qu'en France, il y a quand même eu 400 000 cas et 31 000 décès. Donc, quand même un taux de létalité de 7%. Donc, il fallait effectivement que la crise soit bien gérée. Et à mon humble avis, elle a été très bien gérée en France. Oui. Bon, aujourd'hui, le port de masque est devenu une habitude chez tout le monde. Les mesures de distanciation sont devenues une habitude. On ne se serre plus la main dans la rue, on ne se serre plus la bise. Donc, maintenant que tout s'est calmé, je pense que c'est pas opportun que le directeur de la santé continue à attiser la psychose, à annoncer les chiffres de décès, le nombre de morts, qui avait bien sûr baissé, même si c'est en train de remonter un petit peu. Donc, pour moi, je pense que c'est bon. C'est la première fois que je vis une telle pandémie. Il y a eu d'autres, on n'était pas encore nés, mais elle a été très bien gérée, à mon humble avis. Et. Ok. Voilà, merci docteur. On peut continuer comme ça, et surtout, il n'est pas la Covid,
Ok, merci Dr Nokam de rester avec nous. Maître Tigem, hier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse conjointe, a sorti les chiffres, on l'a vu, et je l'ai dit, de 20 009 cas confirmés de Covid, 18 837 guéris, 415 décès, taux de guérison 94,12%, taux de létalité 2,8%. On vient de suivre le docteur Nokam qui parlait d'un taux de létalité en France de 7%. Et le ministre demande d'éviter, le ministre de la Communication demande d'éviter tout triomphalisme parce que pour lui, il faut quand même rester prudent. Est-ce que vous comprenez cette position du gouvernement? Écoutez, alors que les chiffres sont, on va le dire, lui-même a dit, il a utilisé le mot encourageant, la riposte. Ils sont encourageants, mais il faut maintenir, si vous voulez, la veille. Oui. C'est pas parce que les chiffres sont encourageants, d'ailleurs, ces chiffres sont encourageants du fait déjà des Camerounais eux-mêmes. Oui. Leur responsabilité, leur sens du devoir, leur capacité à endiguer des phénomènes. Les Camerounais sont des gens courageux, leur travail est la première chose, ou alors sont les premières choses qu'il faut ici saluer. Permettez-moi aussi de saluer quand même toutes les personnes qui ont travaillé, notamment le personnel sanitaire, qui a travaillé contre cette guerre que nous nouvelle la Covid-19. Permettez-moi également de présenter humblement mes condoléances aux familles endeuillées. Je comprends, monsieur le ministre de la Communication. Lorsque vous dites qui ont travaillé, c'est pour dire que c'est vaincu? Attendez, le travail se poursuit. Voilà. Si déjà on a des chiffres encourageants, oui, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Oui. Et les personnes qui ont travaillé méritent des encouragements, notamment les Camerounais en premier. Oui. Parce que c'est une victoire du Cameroun et des Camerounais. C'est d'abord eux qui doivent travailler pour leur pays. Lorsqu'il y a une crise qui nous attaque, nous devons nous mobiliser. Et c'est ce que j'ai observé avec la Covid-19. Les Camerounais sont mobilisés, chacun s'est mis au masque. On a respecté la distanciation sociale, on a évité les foyers de propagation de la maladie. Ce qui est à saluer, est à féliciter. Donc pour le reste, le ministre est dans une posture compréhensible. Souvenez-vous, le discours du 19 mai dernier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a indiqué que le port du masque demeurait obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas encore nouvel ordre. Et lorsque j'ai lu effectivement ce que vous indiquez tout à l'heure, on est dans une posture de traquer, tester et traiter. Ça veut dire que on va les traiter, on va même poursuivre les gens. Vous comprenez donc pourquoi il y a les communiqués des gouverneurs indiquant fort à propos que lorsqu'il y a une manifestation projetée, il faut la déclarer. Le but de la déclaration, c'est en réalité pour éviter la multiplication des foyers de propagation du virus. Il faudrait que ces manifestations soient encadrées, que les personnes qui interviennent constatent que ceux qui veulent manifester respectent la distanciation sociale, que les masques soient portés. Tout ça, c'est une politique qui est mise en œuvre par le gouvernement de la République pour endiguer une guerre que nous livre une maladie suffisamment grave. On peut donc comprendre la posture de monsieur le ministre de la Communication, qui rappelle fort à propos hier en présence d'autres membres du gouvernement que voilà ce qu'il faut faire. Nous devons poursuivre la veille, nous devons continuer à travailler. C'est une posture encourageante. Nous ne pouvons que soutenir cette initiative du gouvernement de la République. Mais vous sortez là, vous parlez des manifestations, qu'il faut respecter la distanciation. Mais le gouvernement ne s'est jamais prononcé pour les marchés. Vous voyez ce qui se passe dans nos marchés? Écoutez, ce qui se passe dans les marchés, c'est pas conforme aux prescriptions gouvernementales. Oui. Vous le savez très bien. Le gouvernement a dit nous devons respecter la distanciation sociale. Oui. Nous devons respecter absolument le port du masque. La mesure demeure en vigueur, elle n'a pas été levée. Oui. Et le ministre le rappelle. Maintenant, si un phénomène est observé quelque part, s'il y a, si vous voulez, il y a un découragement ou alors une lassitude quelque part, ça ne devient pas la loi. La règle de la République, c'est la loi. Lorsqu'il y a la loi, elle doit être respectée. Maintenant, s'il y a des endroits où des gens se livrent et les données que vous indiquez tout à l'heure ne confirment pas ce que vous voulez insinuer, les données que vous indiquez, Serge Alain, confirment plutôt que les Camerounais jusque-là se sont bien comportés, y compris dans les marchés. Mais pourquoi vous voulez maintenant exclure ce qui... vous sortez le problème des manifestations? Non, parce que, écoutez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. En ce qui concerne les manifestations, le gouvernement est dans une posture de prudence. Oui. Que l'on peut comprendre. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'à l'issue des manifestations, les gens commencent à tomber dans les rues et dans tous les carrefours. Il faudrait bien que l'histoire soit sous contrôle. On ne veut plus de gouaché au Cameroun, c'est fini le gouaché. On ne veut plus ça au Cameroun. C'est-à-dire, le gouvernement de la République est dans une posture de contrôle. Le gouvernement de la République doit prendre des mesures
préventive, la police administrative pour éviter que le virus... Parce que vous savez, les manifestations publiques sont des lieux par excellence, si vous voyez, des foyers par excellence de propagation du virus. Je passe sur le contrôle des médecins. S'ils peuvent dire le contraire, ils le demandent. En tout cas, c'est clair, le gouvernement n'est pas en guerre contre les manifestations. Le gouvernement dit simplement, vous devez déclarer pour permettre qu'on encadre les manifestations, y compris sur le plan sanitaire. Moi, je pense que c'est le sens des communiqués confirmés par M. le ministre de la Communication qui dit, faites attention, vous devez continuer à veiller parce que la Covid n'est pas encore vaincue. Voilà. Linus, le gouvernement dit que justement la pandémie n'est pas vaincue au Cameroun, mais on a suivi notre discours de Monseigneur Clédal, qui par 2 fois déjà dit que le Cameroun a vaincu le coronavirus. Non, c'est Jalin. Vous savez, moi, je suis un iconoclaste. Oui. Et je fais partie de ceux-là qui refusent d'accepter un certain nombre de choses, sans passer cela au crible de la critique. Le coronavirus est pour moi l'une des déclinaisons de ce que l'intellectuel Naomi Klein appelle la stratégie du choc, dans son livre éponyme, où elle soutient la thèse selon laquelle les catastrophes particulièrement meurtrières sont en réalité programmées par des décideurs pour les faire admettre un certain nombre de mesures drastiques. Donc, pour moi, le coronavirus dont on parle n'est rien d'autre qu'un projet politico-pharmaceutique pour des fins que je ne maîtrise pas encore. Je dois pouvoir vous dire, quand je fais allusion à Naomi Klein, vous allez comprendre pourquoi ce projet de vaccination est dehors. Suivez mon regard. Donc, je ne veux pas tout de suite gober comme ça ce que l'OMS dit, ce que les firmes pharmaceutiques, les Bill Gates et bien d'autres. Je comprends bien que nos gouvernements sont dans le catéchisme de ces organisations-là, dont ils ne peuvent que réciter ce que ces gens-là veulent. Tout à l'heure, vous avez pris le cas du marché. J'étais à Kouloulou ce matin. Personne ne porte le masque là-bas, monsieur Saint-Jean. Je dis personne. J'étais en Bopi avant-hier. Personne ne porte le masque. Pourquoi ne nous donne plus les chiffres? Pourquoi le ministre de la Santé ne nous pompe plus de chiffres? 1000 cas contaminés, 10 000 ceci et tout ça. On en est où? Ça veut dire que le corona est vaincu ou pas? Ceux qui ont été soignés sur la base de quoi? Quel est le médicament que le gouvernement a trouvé jusqu'ici pour juguler ou régler cette maladie? Donc, ce sont des affaires louches, très bizarres. Donc, moi, je ne voudrais pas entrer de plein pied dans ces choses comme ça et avaler du n'importe quoi. Cette histoire est floue. Ça, c'est ma thèse. Je ne demande pas aux gens de croire à ce que je dis, mais en ce qui me concerne, je dis que c'est flou. Quelle est cette histoire de coronavirus où on prend des chiffres et sur le terrain, on ne constate rien? On ne constate rien, M. Saint-Jean. Moi, je dis que c'est un projet lugubre qui vise autre fin. Et par rapport à ça, je vais vous dire, en ce qui me concerne, ma petite idée que j'ai de l'affaire. Vous savez, c'est une crise sanitaire à la base. Mais vous allez remarquer que, au niveau de l'Afrique, ça a beaucoup touché l'Afrique sur le plan économique. Et quand je fais des projections sur le plan analytique, avec les prêts que nos États ont contractés, je suis à mesure de vous dire aujourd'hui, avec un certain nombre de statistiques, que nous nous acheminons là vers un nouveau programme d'ajustement structurel. Nous nous acheminons tout droit vers un nouveau programme d'ajustement structurel. Et ce sont les populations africaines qui vont payer ça. C'est un projet planifié, savamment planifié. Donc je voudrais m'arrêter là pour dire que je ne crois pas à cette histoire jusqu'ici. J'attends bien que les médecins et les spécialistes, les hommes, les politiques nous démontrent en quoi est-ce que cela est vérifié et en quoi est-ce que cette maladie est vérifiable. C'est ça le fond de ma pensée. Vous ne croyez pas, vous êtes... Je vous ai dit que je suis iconoclaste. Jusqu'ici, je ne crois pas. Je ne demande pas aux gens de croire à ce que je dis, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'au sortir de cette émission, qu'on dise que, bon voilà, M. Fogabe allait dire que cette histoire n'existe pas. Ça, c'est ma thèse. Et puis, ceux qui peuvent croire à ça n'ont qu'à croire. Je ne suis pas dans ça. C'est ce que moi, je voulais dire, ces gens-là. Éric Pellin, sur les chiffres, déjà, et le gouvernement qui dit de ne pas baisser la garde, certes, on a pu maîtriser, parce que le ministre a dit que maîtriser ne veut pas dire qu'on a vaincu. Dire qu'on a maîtrisé, c'est à la limite, c'est une blague. Nous sommes les cancres de l'Afrique. Et je parle sous le contrôle des médecins.
nos chiffres sont liés beaucoup plus à la structure de notre population qu'au travail fait par le gouvernement, parce que les statistiques sont claires. Plus de 90% des personnes qui décèdent de Covid ont plus de 60 ans. Or, quand vous regardez la structure de notre population, elle est essentiellement jeune. Donc, c'est ce qui sauve les pays africains. Et lorsqu'il faut parler du Cameroun par rapport à la question du Covid, il faut comparer nos chiffres à celui de nos pays voisins. Nous sommes le cancre de l'Afrique centrale et nous sommes parmi les cancres d'Afrique pour ce qui est de la gestion du Covid-19. Si on tient compte juste des chiffres des autres pays africains, ne nous comparez pas à la France, ne nous comparez pas aux États-Unis, tout simplement parce que ce sont des pays qui ont des populations vieillissantes. Donc, il faut tenir compte de ça. Maintenant, le deuxième élément, on parlait tout à l'heure du port du masque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le président de la République avec un masque. Parce que l'exemple vient d'en haut. Monsieur Teghem parlait tout à l'heure du fait que le masque est obligatoire. Et le premier citoyen, pour ce qui est du respect des règles et des normes, c'est le président de la République. Il n'a jamais montré le bon exemple en portant le masque un seul jour de sa vie. Il a fait plusieurs sorties où les personnes qui l'invitaient avaient des masques, mais lui, particulièrement, il n'en avait pas. Maintenant, je vais répondre. Et là, c'est par rapport à la question des manifestations. Vous me permettrez? Oui, permettez, je vais vous repasser la parole. Ok. On a un médecin sur le plateau. Ce problème de masque, est-ce que pour des personnes d'un certain âge, ça peut déranger? Ça peut nuire à leur santé? Oui. Reviens à vous, hein? Oui, oui, docteur. Oui, avant de répondre, permettez-moi quand même, parce que je suppose que Equinox Télévision est une télévision responsable, citoyenne, donc qui émet quand même un certain nombre de messages qui, en direction du grand public. Et donc, il faut quand même rétablir un certain nombre de faits. Bon, je n'ai peut-être pas toutes les connaissances ou tout ce qui a motivé. Non, c'est le temps de parole de. Je veux juste que vous répondiez à ma préoccupation. Je vais vous passer la parole après pour rétablir certaines vérités. Non, justement. Est-ce que l'âge et le port, ça joue? Non, justement, parce que si vous parlez déjà de masques et que nous sommes encore dans la suspicion que le corona n'existe pas, mais vous ne pouvez pas avancer. Et tout ça, il faut d'abord rétablir la vérité. Moi, je suis médecin. Je consulte des malades tous les jours. Je consulte des malades on a des malades de corona pas plus tard que ce matin. On a encore dépisté des cas. Donc tous les jours, nous avons des patients. En ce moment, j'ai 2 patients sous oxygène et tout ça de Covid-19. Donc il faut d'abord rétablir cette vérité. Le public ne doit pas rester avec des messages de complotisme, de négativisme et ainsi de suite. Donc, sur la question du masque, aujourd'hui, presque toutes les études, toutes les mesures sont formelles. 2 grandes mesures permettent aujourd'hui de prévenir le Covid-19. Le port du masque et le lavage des mains. Le lavage des mains, qui est une mesure encore supérieure à celle du port du masque. C'est même parce qu'on se dit, bon, c'est vrai, la raison de la démographie jeune de l'Afrique qui joue quand même en faveur de notre continent. Mais je pense que les Camerounais, comme disait M. Teghem, ont quand même été assez résilients. Vous voyez, au moment du pic de l'épidémie, vous trouviez des seaux de lavage de mains presque partout, même dans des boutiques, ainsi de suite. Donc, et après, les gens ont commencé à porter le masque, qui a quand même joué en faveur de la régulation, de la jugulation de l'épidémie. Bon, maintenant, sur des postures publiques, qui doit porter le masque, qui doit donner l'exemple, non, mon problème, non, docteur, mon problème, est-ce que les personnes d'un certain âge, est-ce que le masque dérange ces personnes-là, qui ont un certain âge? Est-ce que ça peut être nocif? Non, le masque est utile à tout le monde. Le masque, que ce soit, il n'y a pas d'âge pour porter le masque. Mais je dois également dire que, on a dit, il y a le lavage des mains, il y a le port du masque, mais il faut également aseptiser l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut désinfecter, il faut mettre des dispositifs pour que tout le monde qui arrive chez vous et tout ça lave les mains. Parce que vous êtes chez vous. Si les gens viennent vous rendre visite, bon, vous n'allez peut-être pas rester tout le temps avec, mais il faut au moins qu'à l'entrée de votre maison, qu'il y ait un seau ou un bidon pour laver les mains, qu'il y ait des gels désinfectants. Peut-être qu'ils vont arriver, ils vont porter le masque. Peut-être vous n'aurez pas toujours le réflexe
d'aller à la chambre et tout ça pour porter le masque. Mais il faut que tout le monde qui entre chez vous ait un masque. Voilà, merci. Éric Pella, continuez donc. Vous voulez parler des manifestations. Donc, ce que je voulais dire pour ce qui concerne les manifestations, c'est que M. Tegem et l'ensemble des gouverneurs sont en train de se vouvoyer. Parce qu'en réalité, la loi dit déjà que pour manifester au Cameroun, il faut déclarer la manifestation. Donc, la sortie des gouverneurs, en réalité, montre juste qu'ils sont fébriles par rapport à un certain nombre d'annonces de certains membres de l'opposition et de la société civile. Donc il faut noter que lorsqu'on demande de déclarer les manifestations, c'est déjà ce que la loi dit. Donc les gouverneurs ne disent rien de nouveau. Au contraire, ils montrent juste leur niveau de fébrilité. Maintenant, pour finir avec la question du Covid, il faut noter sincèrement que cette maladie existe. Et là, il faudrait que je rejoigne le docteur sur cette question. Cette maladie existe et malheureusement, je ne pense pas que ça a été géré de la meilleure des façons, surtout que, comme le dénonçait l'honorable Nietzsche, ça a été l'occasion, une fois de plus, pour les militants du RDPC de manger l'argent des Camerounais sans travailler à travers les surfacturations et des potentiels détournements. Parce que lorsque le ministre dit qu'il faut rester en éveil, alors qu'on est en train de démanteler les différents sites qu'on avait prévus pour le Covid, on me dira que le Chan c'est pour bientôt, mais seulement le Chan peut être organisé en dehors de Douala, parce qu'à Douala, on va démanteler le stade Bapélepé. Or, on a le stade Omnisport, on a le stade Japoma. On va démanteler le stade militaire à Yaoundé. On a le stade Omnisport qui est opérationnel. On a le stade Rumde Adja de Garoua qui est opérationnel. On a le stade de Limbe qui est opérationnel. Donc, il y a suffisamment d'infrastructures sportives pour permettre de garder ces sites s'ils sont utiles, si ce n'était pas justement les moyens de détourner l'argent des Camerounais, mais si c'était pour lutter contre le Covid, on a les moyens de garder ces sites sans les démanteler. C'est une occasion peut-être de faire partie des preuves du détournement que nous dénonçons depuis un certain nombre de mois. Voilà, on va repartir en France. Dr Ghislain Nokam, j'espère qu'il est là. Dr Ghislain Nokam, il y a cette sortie du gouvernement qui dit que la pandémie n'est pas vaincue. Et il me souvient que lors de la première sortie de l'archevêque métropolitain de Douala, vous étiez invité. Le Monseigneur Cléda disait déjà qu'il avait vaincu le coronavirus. Il a réitéré sa position la semaine dernière. Pour vous, le gouvernement dit que ce n'est pas vaincu. Monseigneur Cléda dit que lui, le corona est vaincu au Cameroun. Comment vous appréciez ces deux sorties? Qu'est-ce qu'on met dans vaincu? Ça veut dire quoi avec le virus est vaincu? Vous savez, avant le coronavirus, il y a une autre épidémie, il y a un autre virus. Alors, pour vaincre un virus, à mon avis, en tant que médecin, pour vaincre un virus, il faut trouver une solution qui empêche les gens d'être contaminés par ce virus. Donc, un virus ou une bactérie qu'on a, on peut prendre des médicaments pour se soigner, mais si on vaincre un virus, c'est-à-dire qu'on va trouver un traitement qui empêche le secteur, donc un vaccin. Or, je pense que l'on n'aura pas le vaccin avant mai 2024. Là, je disais encore cette semaine sur un site internet où Sérum, une société indienne, Sérum indienne, parlait une société qui fait des virus, des vaccins, et ils sont en train de confectionner, ils vont faire 1 milliard de vaccins. Or, ils prévoient que ces vaccins seront prêts qu'en 2024. S'il faut alimenter tout le monde, et tenez-vous tranquille, les pays riches ont déjà acheté, même avant la production du vaccin, plus de la moitié des vaccins. Donc, pour moi, on aura vaincu, comme on a vaincu la poliomyélite, comme on a vaincu la rougeole, on aura vaincu ce vaccin, ce virus. Donc, on aura trouvé un vaccin qui permettra qui évitera aux gens d'être contaminés. Et c'est pas demain, c'est pas en 2021, apparemment c'est après 2024. Donc, pour le moment, le virus, pour moi, n'est pas vaincu. Et heureusement, il y a des moyens pour éviter d'être contaminé. C'est le masque, c'est les mesures de distanciation, c'est le lavage des mains, on a bien expliqué mon confrère sur le plateau. Et il faut savoir qu'on va vivre, je vous l'avais déjà dit lors d'une émission précédente, qu'on va vivre avec, on doit apprendre à vivre avec ce virus, comme on vit avec le VIH-Sida depuis des années. Voilà comment on vit avec d'autres virus. J'entendais tout à l'heure sur le plateau quelqu'un dit que le coronavirus n'existe pas.
Bon, tenez-vous tranquille, il y aura toujours les complotistes. Et il y en a qui disent que le 11 septembre n'a jamais existé, qu'il n'y a pas eu le 11 septembre n'a jamais existé aux États-Unis, qu'il n'y a pas eu d'avion qui avait craché sur les trucs d'or, comme d'autres disent que l'homme n'a jamais été sur la Lune. Donc ça va toujours exister, mais on ne doit pas être distrait avec cela. On doit savoir que ce virus existe et c'est sérieux. Rappelez-vous, au début de la pandémie, on a eu des décès. Je pense que chacun ici a eu au moins un décès proche ou bien plus ou moins proche de sa famille. Et on a réussi à comprendre la maladie, parce qu'au début, les décès étaient dus à l'embolie pulmonaire, à des problèmes d'artère, de thrombose qui donnaient les embolies pulmonaires. Et maintenant, on sait que en changeant le protocole thérapeutique, on peut manager la maladie, et aussi en évitant que les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes qui ont des cancers, les personnes obèses, les personnes hypertensives puissent être contaminées. Donc, on change la situation, mais pour moi, le virus n'est pas vaincu. Ok, voilà, vous voulez réagir à la suite du docteur Nokam, oui, docteur et toi? Oui, le docteur Nokam a absolument raison. Le lavage des mains, le port du masque ou un traitement, même miracle, oui, s'il advenait aujourd'hui, ne peut pas arrêter l'épidémie. D'ailleurs, il existe des traitements contre le paludisme. Le paludisme ne s'est jamais arrêté. Une épidémie s'arrête quand une population atteint ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est-à-dire qu'il faut au moins que plus de 60% de la population ait été immunisée contre un virus, si bien que le taux de reproduction du virus est inférieur à 1 et de façon mathématique, l'épidémie s'arrête. Alors, comment on peut atteindre l'immunité collective? On peut atteindre de deux façons. La première façon, c'est évidemment par la vaccination. Si on vaccine une population donnée, plus de 60%, alors on est sûr que si l'épidémie commence, elle va s'arrêter. C'est d'ailleurs cette cible qui est utilisée dans les programmes élargis de vaccination, coqueluche, diphtérie, tétanos, tuberculose et consorts. C'est cette cible-là, parce qu'on va atteindre une immunité collective. Quand on vaccine une population d'enfants, on est sûr qu'on ne va pas atteindre toute la population, mais on va atteindre un certain quota pour qu'on puisse atteindre l'immunité collective. Donc, si un jour, un vaccin était efficace contre le Covid-19 et qu'on vaccinait 60% de la population, on pourrait atteindre l'immunité collective. La deuxième voie pour atteindre l'immunité collective, c'est de façon naturelle. C'est-à-dire que des personnes contractent le virus, ils résistent, ils se débarrassent de façon naturelle du virus et ils développent des anticorps, une certaine immunité qui fait en sorte que le virus ne puisse plus circuler. On pense de façon personnelle, je pense que c'est probablement l'une des voies par lesquelles l'Afrique a pu contenir, en fait, a pu faire régresser cette épidémie. Mais il y a un phénomène que nous sommes en train, évidemment, d'élucider, qui est celle de la baisse de la virulence du virus, notamment ces dernières semaines, à partir de juillet, de août, où on a quand même noté un taux de sévérité de l'épidémie ou de tout ça qui était quand même assez bas. Donc on émet des hypothèses que le virus également aurait perdu, et tout ça de sa virulence, combiné à l'immunité collective dont on a parlé. Mais, comme on va peut-être le voir dans la suite de l'émission, ce mois de septembre, il faut scruter attentivement les chiffres. Notamment, les nouveaux chiffres devaient sortir aujourd'hui pour voir, mais entre les chiffres du 3 septembre du 3 septembre et du 10, on a quand même eu 400 nouveaux cas. Donc, il faut être vigilant. On est passé de 0 personnes sous oxygène à 2 ou 3 personnes sous oxygène. Donc, les nouveaux chiffres devaient être publiés le 17 aujourd'hui. Donc, je n'ai pas encore eu une alerte. Donc, il faut scruter ça. Nous, on est en train de penser qu'il peut y avoir un frémissement
de la deuxième vague, parce que nous qui sommes dans les hôpitaux, nous commençons quand même à voir des gens qui reviennent consulter pour des signes de Covid et tout ça, un certain nombre de personnes qui sont également dépistées positives. Vous dites que vous avez combien de personnes sous oxygène, docteur Edouard? Non, je dis les chiffres nationaux. Non, je dis... Non, bon là c'est personnel. Bon, je peux pas, ce sont des chiffres qui relèvent de mon administration, mais donc je peux pas les publier. Oui. Mais on a quand même des personnes... Pour quand même dire que par rapport à la période avant juin, ça a baissé. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Non, en juin, on avait presque, ça baissait, en août, on avait presque personne, mais en septembre, on a quand même des gens qui reviennent. Ça recommence. Ça recommence. Donc, nous sommes en train de suspecter un frémissement de déclenchement de la seconde vague. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Il faut être justement sur des messages qu'il faut passer. Il faut demander aux populations de se remettre en mode veille, en mode vigilance, parce que l'épidémie n'est pas terminée. L'épidémie n'est pas terminée, M. Degem. On sait que le Premier ministre avait, lors de sa sortie du 30 avril dernier, on a vu des Camerounais comme s'ils étaient libérés d'un fardeau. Explosion de joie, on a vu des images. Maintenant, leur demander de se remettre à la période du 17 mars jusqu'au 30 avril. Vous croyez que ça peut marcher vraiment? Écoutez, les Camerounais, je vous ai dit, ce sont des responsables. Oui. Les Camerounais savent très bien ce qu'ils doivent faire. Nous sommes un peuple très fort, très uni, très mature. Et nous savons ce que nous devons faire pour notre pays. Nous savons ce que nous devons faire pour nous-mêmes. C'est pour ça que la Covid, nous avons réussi à l'endiguer. Mais il y a une certitude, c'est que sans la participation des autorités politiques, la population ne peut pas agir seule. C'est pourquoi ce qui a été qualifié tout à l'heure de fébrilité par mon voisin du SDF, je voudrais lui dire que non, ce n'est pas une fébrilité, c'est simplement que les gouverneurs sont au service des Camerounais. Et ils rappellent aux Camerounais déclarés pour nous permettre d'exercer le contrôle, distanciation sociale, port du masque, lavage des mains. Personne n'a interdit une manifestation jusqu'aujourd'hui. On a simplement dit déclarer. C'est pour permettre d'exercer le contrôle. Et je pense qu'il ne faut pas avoir des postures, si vous voulez, un peu, comment dirais-je, pavloviennes. C'est-à-dire croire que simplement parce qu'on a dit, ça va aboutir à tel résultat. Non. Donc, au sujet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je voulais faire observer également à mon voisin de droite, et je passe sous le contrôle du médecin, le Président de la République n'a pas fait une sortie publique. Certes, il fait une sortie, mais à la présidence de la République, il ne va pas dans un endroit où il rencontre plusieurs personnes pour être éventuellement un risque de propagation du virus. Donc, étant chez lui, ou alors à la présidence de la République, il peut bien, d'ailleurs, nous sommes sur ce plateau, personne ne perd le masque parce que nous ne sommes pas plus de 50. En général, on a dit même, et je passe sur le contrôle des médecins, peut-être vont rectifier tout à l'heure, que pour porter le masque, il faut un certain nombre de personnes. Bon, ce que je... Non, là je corrige, non, je corrige, non. Il n'y a pas un nombre de personnes. Et tout le monde... Bon, disons que nous admettons, parce que nous avons quand même le lieu de féliciter les studios, il y a quand même un certain nombre de mesures d'hygiène et tout, donc on suppose que ce studio est désinfecté et aseptisé, mais il n'y a pas un nombre limite où il faut porter le masque. Vous savez quand même rétablir cette vérité scientifique. Merci docteur. Vous voyez, quand on dit des choses, on apprend. Moi, je suis un écolier, j'apprends. Vous avez dit tout à l'heure que le studio est désinfecté. C'est le cas de la présidence de la République. C'est totalement désinfecté. Rassurez-vous, mon voisin de droite, c'est un endroit où il n'y a pas des habitudes, où on ne désinfecte pas. Nous connaissons la capacité de la télévision Equinox. Si Equinox est ainsi, rassurez-vous, à la présidence de la République, c'est pareil. Merci de m'avoir donné l'argument le plus probable. Mais pour poursuivre, c'est-à-dire que s'il faut poursuivre, vous savez, c'est à ça que les débats servent. Ça sert à former tout le monde. Nous-mêmes, on apprend, on forme les gens. Et puis, même les iconoclastes ont le droit de parler. Vous avez vu que les iconoclastes même prennent des positions sur les plateaux, mais il dit heureusement que non, ne me suivez pas. Parce que ce qu'il dit, moi, quand je suis sur un plateau, ce qu'il dit, moi, je trouve. En tout cas, c'est son droit de s'exprimer, que c'est suffisamment dangereux. Parce que, voyez-vous, on est sur un plateau. Des médecins s'expriment. La communauté internationale s'exprime, l'OMS s'exprime, le programme des Nations Unies pour le développement, tout le monde s'exprime sur une maladie en évoquant la gravité de la situation. Un médecin sur le plateau, il dit qu'il a des patients qui suivent. Moi-même, j'ai des gens que j'ai vu souffrir de cette maladie. Mais quelqu'un sur le plateau dit que ça n'existe pas.
moi, en tout cas, les Camerounais sont suffisamment responsables, ils savent ce qu'ils doivent faire pour eux. Je n'ai pas de leçon à donner, mais je pense que lorsque nous sommes sur un plateau, il faut quand même être un peu prudent. C'est la démocratie, certes, mais n'oublions jamais que nous aussi, on a un devoir de formation vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. Voilà. Linus Fogap, vous avez parlé tout à l'heure du marché Kouloulou, vous avez dit, ou bien Bopi, voilà, sur le port du masque. Permettez donc que je vous lise cette étude menée par la délégation générale à la Sûreté nationale. Là, ils disent, par rapport au port du masque, bien sûr, 30% des Camerounais pensent que la solution se trouve dans la pharmacopée traditionnelle. Voilà pourquoi ils ne portent pas de masque. Ils disent qu'ils ne portent pas de masque. 23% pensent que ça n'existe plus. Donc, parmi lesquels Linus Fogap, 23%. 5% pensent que c'est inconfortable. Ils étouffent lorsqu'ils ont le masque. Et 10%, pour eux, c'est parce qu'ils oublient de temps en temps. Avant d'arriver à la question que vous venez de poser, Saint-Germain, je vais dire que j'ai écouté avec beaucoup de difficultés l'homélie du Père Tegem sur la question du Maître Tegem. Et je voudrais dire que sur la question du président de la République, au-delà de la désinfection de la présidence dont il a évoqué, je pense que c'est une question de modèle. C'est une question de modèle, puisque le chef d'État, c'est le père de la nation. Il se doit de montrer l'exemple. Donc, au-delà de la désinfection dont il se vante, vous avez vu, tous les présidents pratiquement ont porté le masque. Pourquoi le président Paul Biya fait exception? Donc, il ne faut pas se vanter de cela. Bon, revenons maintenant sur la question du Covid-19. Le port du masque. Le port du masque, précisément. Vous-même, vous avez dit que vous étiez dans un marché aujourd'hui, personne ne porte. Qu'est-ce qui peut bien justifier ça? Avant d'en arriver à cette question, Saint-Germain, vous allez me permettre de faire quelques clarifications. Déjà, je dois pouvoir vous dire qu'un médecin ou quelqu'un comme Georges Tegem, qui est du RDPC, ne peut pas tenir un autre discours que celui du RDPC. Les médecins ne peuvent pas tenir un autre discours que celui des firmes pharmaceutiques. Ainsi de suite, je peux évoluer. Donc, c'est pour dire que sur la question du Covid-19, c'est une grippe saisonnière. Il faut relativiser. Je pense que les gens comprennent un peu mal ce que je suis en train de dire. C'est une grippe saisonnière. Non, ce n'est pas une grippe saisonnière. Laissez-moi développer. Vous allez, quand vous parlez, je ne vous ai pas coupé. Oui, mais ce n'est pas une grippe saisonnière. En médecine, les termes sont consacrés. Une grippe saisonnière est une grippe saisonnière. Il y a des vaccinations même à propos. Mais le Covid-19 n'est pas une grippe saisonnière. Laissez-moi parler. Voilà. Je dis, cette Covid-19 dont nous parlons est perçue pour nous autres iconoclastes comme une grippe saisonnière. Voilà. Perçue. Voilà. Mais c'est pas ça. Non, ça c'est votre point de vue. Vous me laissez développer, mon cher docteur. Okay. Je dis, cette grippe, ce coronavirus est perçu pour nous autres comme une grippe saisonnière. Ce qui me dérange dans l'affaire, c'est le vuvuzela médiatique autour du Covid-19. Mais vous avez les chiffres sur le paludisme. Le paludisme tue en Afrique plus que cette histoire de Covid-19. Pourquoi vous n'en parlez pas, docteur? Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais vous me parlez, attendez, attendez, mais pourquoi il y a, je dis justement, pourquoi il n'y a pas, au-delà de vous, pourquoi il n'y a pas autant de médiatisation sur cette question du paludisme qui tue et qui décime les Africains que le Covid-19? C'est ça la question fondamentale que nous devons nous poser. Mais évidemment, je ne demande pas aux Africains de ne pas, ou aux Camerounais de ne pas porter les masques. On peut porter le masque pour éviter bien d'autres maladies au-delà de la Covid-19. Dire même aux gens de laver les mains, c'est un pléonasme. On doit se laver les mains avant de manger. C'est une répétition. Pour moi, c'est une tautologie. On doit pouvoir se laver les mains avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'on peut attraper des bactéries et bien d'autres choses. Donc, ce n'est pas... Quand je dis que pour moi, la Covid-19 est une fabrication, je me réfère un peu à ce que l'un des idéologues d'Adolf Hitler, au nom de Joseph Goebbels, disait en son temps. Un mensonge véhiculé 10 fois devient automatiquement une vérité. Et c'est comme ça que le coronavirus est perçu par beaucoup d'Africains. Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, que cette histoire à l'absolu n'existe pas. C'est une grippe qui a existé, mais qui a été transformée par la politique, par des firmes pharmaceutiques, pour aboutir à d'autres fins. Voilà mon analyse dans l'affaire. Donc, pour l'affaire du port de masque, non, il faut porter le masque.
On peut attraper la tuberculose. Il y a la tuberculose dehors, on peut attraper la tuberculose, il faut porter le masque. On peut attraper la diarrhée en touchant de n'importe quoi, il faut se laver les mains, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que moi je dis. Voilà, Eric Pella. Ce que je souhaitais dire, c'est que déjà, je ne partage pas le point de vue du monsieur. Lorsqu'il parle de grippe saisonnière, c'est la grippe de quelle saison? Parce que je crois quand même que le corona a parcouru toutes les saisons. Si on tient compte juste des saisons au Cameroun, on connaît les saisons pluvieuses, on connaît les saisons sèches. On a traversé toutes les saisons, mais seulement là, n'est pas la question. Maintenant, mon très cher frère, si vous permettez, oui. Juste une seconde, je voudrais vous faire remarquer, encore une fois, pour étayer la thèse qui est la mienne, que un virus comme le corona ne peut pas résister sur tous les climats. Ça résiste en Syrie avec un climat extrêmement glacial. Ça résiste en Afrique avec un climat extrêmement chaud. Dites-moi, docteur, je pose la question. Nous sommes là pour nous. Affirmations. Peut-être que je n'ai pas tout lu. Je dis comment est-ce qu'un virus. Mais il y a eu le virus en Russie, par exemple. Il y a eu le virus aux États-Unis. Il y a eu le virus en Europe. Il y a eu le virus en Afrique. Comment un virus peut résister partout? Le sida résiste partout, monsieur. Est-ce que c'est le même mécanisme de transmission? En tout cas, ce que je peux vous dire. Est-ce que c'est le même mécanisme de transmission? S'il vous plaît, je ne suis pas médecin. Voilà, pour ce qui est du fonctionnement des virus, tous les virus de façon globale, cours de sciences en terminale D, fonctionnent de la même façon. Ils entrent dans une cellule et c'est la cellule qui travaille pour elle parce qu'en réalité, elle ne peut pas se reproduire seule. Donc, les virus fonctionnent globalement de la même façon, même si le mode de transmission change. Mais c'était pas. Je disais que là. En tout cas, c'est une émission pédagogique. Hein, justement, je suis d'accord avec vous. Donc, on était dans la logique de. Est-ce que c'est une grippe saisonnière? Justement, si c'était une grippe saisonnière, on saurait à quelle saison cette grippe arrive. On sait par exemple que lorsqu'on est déjà en novembre, décembre, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle au quartier le flash. Donc, ça, c'est récurrent. On connaît la saison. Maintenant, où je suis un peu d'accord avec lui, c'est qu'il ne faudrait pas que le Covid permette qu'on oublie les autres maladies. Parce que si on prend le cas du Cameroun, je parle sous le contrôle des responsables du ministère de la Santé, le paludisme, jusqu'aujourd'hui, a fait plus de 1000 morts. Tout à fait. À date, c'est plus de 1000 morts. Le choléra est à plus de 100 morts, ainsi de suite. Donc, les autres maladies continuent d'exister. Et il est aussi question que la même énergie qu'on a mis sur le Covid et les mêmes ressources qu'on a mobilisées pour le Covid, qu'on pense également à le faire pour les maladies comme le paludisme et les autres. Donc ça c'est, dans ce sens, je suis d'accord avec lui sur ce point. Parce que on semble avoir négligé les autres maladies. Donc il est important qu'on pense à mettre des ressources pour que nous puissions obtenir de meilleurs résultats. Je vais juste mettre une phrase. Oui. C'est que sur le paludisme, je pense que si vous le cherchez, vous allez voir un fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, où les États se retrouvent et mutualisent les efforts. Donc je pense que sur le paludisme, vous chiffrez. C'est ça le Fonds mondial. Non, il y a 1000 morts au Cameroun, vous pouvez aller vérifier. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé, c'est plus de 1000 morts de paludisme. Et on mutualise les efforts. C'est l'heure du journal. Je vous en prie, on revient après le journal, c'est promis. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir, le 20h dans un instant. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la position d'un collectif d'organisation de la société civile qui se prononce sur cet appel à la mobilisation pour poser des revendications, entre autres, concernant la retraite politique du chef de l'État, Paul Biya, et la résolution de la crise anglophone et la révision consensuelle du système électoral. Quelle est la position de la société civile sur ce sujet? Ces organisations sont divisées. On fera le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de la culture du gingembre. C'est un produit agricole très consommé au Cameroun, mais pourtant ses producteurs broient du noir dans la région de l'Ouest, une situation qui s'est détériorée davantage avec la pandémie du Covid-19. Grand reportage à suivre au cœur du journal de 20h. Et dans l'escale internationale, nous irons en Guinée-Conakry, là où une mobilisation est encore observée dans la rue afin de contester cette candidature du président Alpha Condé, au moment où les différents candidats en Côte d'Ivoire se préparent à entrer dans l'arène dans les toutes prochaines semaines pour la campagne électorale.
On fait le point dans quelques instants. C'est Jalan. Oui, justement, dans quelques instants, ce sera le développement de tous ces titres. Dans le 20h de Cédric Noufélé, tout de suite après, ce sera le débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités en plateau et depuis la France avec le docteur Nokam. Tout de suite, dans un instant, je devrais dire, le 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie du docteur Roger Etoa, de Linus Fogap, Eric Penlab et Maître Georges Teghem. Maître Georges Teghem, des organisations de la société civile qui, elles aussi, se réunissent pour dire que non, les gouverneurs, le ministre de l'administration territoriale, ils sont allés un peu trop loin par rapport à ces interdictions qui planent par rapport à la journée du 22. Je ne sais pas où elles ont vu les interdictions, les organisations de la société civile. Je n'ai vu aucune interdiction de manifestation. J'ai vu simplement des communiqués rappelant les termes de la loi. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure sur ce plateau, les communiqués sont peut-être rébarbatifs, mais il n'y a pas d'interdiction. On n'interdit pas ce qui n'est pas organisé. Pour interdire, il faut recevoir la déclaration. Le communiqué du gouverneur. Que toutes les manifestations sur l'étendue sont subordonnées à la déclaration préalable. C'est ce que les communiqués disent, M. Teghem? Si vous les lisez, vous les verrez. C'est ce qui est clairement dit. Que les manifestations jusqu'à non déclarées sont interdites. Non déclarées. Oui. Ça veut dire que si vous déclarez, on n'interdit pas. Puisque c'est écrit non déclaré. Donc on rappelle qu'il faut déclarer. C'est les manifestations non déclarées qui sont interdites. Et la loi dit que pour organiser une manifestation publique, c'est le régime de la déclaration préalable. Sauf si, moi, j'ai pas lu le même communiqué que vous, mais le communiqué, ou alors les communiqués dont j'ai pris connaissance personnellement, disent bien, sont et demain interdites les manifestations non déclarées. Puisque vous ne pouvez pas organiser une manifestation sans déclarer. La loi, c'est la loi d'ailleurs, elle est due, c'est la loi. Il faut déclarer la manifestation. Si vous déclarez, vous permettez au gouvernement d'exercer son pouvoir de contrôle sur la maladie, dans la Covid dont on parlait, éviter que le lieu soit une zone, si vous voulez, de propagation du virus. Il faut se rassurer que ceux qui sont là-bas ont des masques. Il faut se rassurer que les 50 personnes, la distanciation sociale soit respectée. Il y a un ensemble de mesures gouvernementales qui sont prises pour combattre la Covid. Et les forces de l'ordre sont mobilisées pour accompagner les autorités sanitaires qui verront au respect de ces mesures. Donc, ce qu'on demande aux personnes qui veulent manifester, c'est déclarer les manifestations auprès des autorités pour permettre à l'État ou alors l'ordre républicain de veiller à ce que la santé des Camerounais soit garantie. Eric, Linus Fogap d'abord, c'est un problème de Covid? Bon, je pense que c'est un échappatoire. Il faut dire ça comme ça, de manière crue, c'est un échappatoire. Parce que M. Teghem dit... non. Interdiction, regroupement, plus de 50 personnes. C'est pas ça le problème de fond. Moi, je voudrais bien comprendre en quoi consiste. Le ministre Laté le rappelle dans son message au gouverneur. Oui, je vois, j'ai vu, j'ai lu. J'ai d'ailleurs lu cette note du monsieur Tangadji. Je voudrais tout simplement dire que c'est un subterfuge en fait. Le problème de fond est ailleurs. Je vais rappeler à Maître Teghem, ou du moins demander en quoi consiste la déclaration. Parce qu'il me semble, il y a des informations sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, comme quoi il y a un certain nombre de personnes qui sont allées déposer des demandes et qui ont été arrêtées, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je voudrais bien savoir en quoi consiste cette déclaration. Aller déposer, on vous arrête? Oui, j'ai appris. Les personnes sont allées déclarer, c'est ça? C'est ça. On les a arrêtés. C'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Mais Teghem, vous êtes au courant? Non, j'apprends par lui. Je ne sais pas où il a trouvé cette information. Je dis bien, puisque nous, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu qu'il y a des gens qui ont déclaré, ils ont des cachets.
Donc ces manifestations-là, jusqu'à présent, on n'a rien interdit. Ceux qui ont déclaré jusqu'à présent, je n'ai pas vu une interdiction. Ils ont déclaré, ils ont des cachets, cela veut dire qu'ils peuvent manifester, c'est ça, Maître Guel? Mais écoutez, le gouvernement de la République va les accompagner. C'est le rôle de la police d'encadrer les manifestations. La police intervient. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est un problème au Cameroun. Les forces de maintien de l'ordre sont là justement pour veiller et assurer la sécurité des Camerounais. Donc vous assurez la population, vous êtes en train de rassurer les populations qui on intervient pour protéger les personnes qui entendent manifester dans le calme. Bien maintenant, si on constate que les mesures relatives à la distanciation sociale, les mesures relatives au port du masque obligatoire, les mesures relatives en tout cas, tout ce qui concerne la santé, la COVID, tout ce qui concerne la COVID, les mesures qui ont été préconisées ne sont pas respectées, ça veut dire qu'il y a risque d'atteinte à l'ordre public et dans ce cas, il y a la mesure extrême qui constitue, de par la loi camerounaise, une voie de fait. En tout cas, ce que moi je voudrais dire, Saint-Germain, c'est que l'usure du pouvoir entraîne parfois le despotisme, le clanisme et même à quelques moments l'inefficacité. Je pense que c'est dans ça qu'on s'achemine. Voyez-vous, quand on est dans une situation aussi compliquée et complexe comme la nôtre, avec des crises un peu de partout, je parlais tout à l'heure de la crise économique qui frappe sévèrement le Cameroun avec la destruction de quoi, la CDC, PAMOD et bien d'autres, avec la destruction de la Sonara, les Balaka et les anti-Balaka qui nous menacent du côté de la Damawa, les terroristes à l'extrême nord avec le Boko Haram, et aussi de l'autre côté avec les Ambazoniens. Et au niveau central, il y a une sorte de querelle politique en un point fini. Je pense que ceux qui nous gouvernent doivent à un moment donné mettre un peu de l'eau dans le vin. Et je voudrais profiter de cette antenne pour dire que personnellement, j'ai trouvé la sortie du ministre de l'administration territoriale, ma foi, incendiaire. Vous voyez, quand on est dans une situation comme celle-ci, le langage qui tient ou qui doit faire école, c'est le langage de l'apaisement. C'est le langage de l'apaisement. Quand on vient nous parler des... Et la sortie du ministre de la Communication. Non? Oui, c'était beaucoup plus une invective. Vous voyez, c'était beaucoup plus une invective. Et vous savez, les esprits sont... Rappelez que ces personnes s'exposent... La loi sur le terrorisme leur sera appliquée. Tout ça, c'est de l'invective, au fond. Parler même des abeilles et tout ça. Aujourd'hui, on parle de la révolution abeille. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, je dis, quand on est dans une situation comme celle-ci, on doit essayer de baisser la tension. Parce que si vous faites des enquêtes sociologiques, vous verrez que les esprits sont surchauffés en ce moment. Moi, je prends l'exemple de Dokoti, où j'étais pas plus tard que cet après-midi. Quand vous marchez, puis vous écoutez un peu ce que les gens disent. Parce qu'il faut faire ces enquêtes-là pour comprendre à quel niveau, pour mesurer le pouls. Mais est-ce que le régime fait cette enquête-là pour comprendre? Donc, quand on n'a pas ces données-là et qu'on se met à faire des déclarations comme ça, on risque de se retrouver dans une situation comme celle du Nozo. Moi, je ne le souhaite pas. Mais cela a commencé comme une petite affaire. Vous avez vu. C'est-à-dire que c'était au départ une petite manifestation de quoi 2 ou 3 personnes, des avocats. Et puis après, face à l'enlisement corporatiste, voilà. Et puis avec des discours négationnistes et autres, elle s'est enlisée. Donc, je dis en conclusion que c'est une situation quasiment compliquée et complexe. Et ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont la charge, la responsabilité de veiller au devenir et à l'avenir de ce pays doivent pouvoir mettre de l'eau dans leur vin. Voilà, Eric Pinap, sur cette situation, les organisations de la société civile, ils ont un problème avec ces interdictions des manifestations et réunions publiques non déclarées. Parler du problème du Nozo qu'il faut résoudre, code électoral, système électoral consensuel, les mêmes problèmes qui reviennent. Je vous ai dit tout à l'heure que le régime est fébrile, parce qu'en réalité la loi qui régit les manifestations publiques au Cameroun définit qu'il faut déclarer au préalable toutes les manifestations publiques. Donc en réalité ces gouverneurs ne disent rien de bon, sauf que, et là je vais poursuivre avec son raisonnement, il y a un certain nombre de problèmes et le gouvernement veut gérer les conséquences du problème. Or, il est question de régler les causes des problèmes. Il faut articuler. C'est le cas dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une crise politique qui a besoin d'une solution politique. Il n'est pas question de venir montrer le muscle. On a montré le muscle justement. On parlait tout à l'heure de la genèse de la dernière crise
dans les zones anglophones, parce qu'il y a eu plusieurs crises avant, notamment portées par le SCNC, qui est même allé à l'Union africaine. Et en 2009, l'Union africaine a sorti une résolution qui demandait à l'État du Cameroun de discuter avec le SCNC des possibilités de voir comment régler les problèmes liés à la question anglophone dans notre pays. Ils ne l'ont pas fait, ils sont arrogants. Je ne vous parlerai pas de ce que M. Jacques Famendongo a dit au député Wiba, que les anglophones sont comme un morceau de sucre dans la mer. Donc, tous ces éléments, justement, ces éléments de langage, ce discours, cette arrogance, a entraîné un certain nombre de problèmes. Donc, il est question d'aller régler les causes des problèmes. On a dit, pour la crise anglophone, il est important d'avoir un dialogue inclusif. Nous avons notre système électoral qui est mauvais, et même l'ECAM, qui est l'organe en charge de gérer le processus électoral, a demandé également qu'il y ait un certain nombre de réformes qui soient faites justement sur le code électoral. Donc, tous les acteurs en dehors du RDPC qui profitent justement de ce code pour continuer à flouer les Camerounais, il est important que nous nous asseyions et que nous ayons un code électoral consensuel. Et maintenant, pour le cas du SDF, il faudrait aussi ajouter une chose. On est en train d'aller au régional, alors que nous, à notre niveau, on a une quarantaine de recours pour les élections municipales. Et comme vous le savez, le collège électoral des régionales est composé des conseillers municipaux et des conseillers et des représentants des chefferies traditionnelles. On ne peut pas aller à une élection où on a près de 40 communes où les résultats définitifs ne sont pas prononcés. Et comme on disait sur une autre chaîne, on ne peut pas finir, on ne peut pas commencer la deuxième mi-temps, qui est les régionales, alors qu'on n'a pas fini avec la première mi-temps. Donc toutes ces crises existent. Il est important que le gouvernement, que le gouvernement RDPC règle ces crises pour pouvoir permettre aux Camerounais d'avancer sereinement. Parce que ce n'est pas en montrant le muscle. On a vu ce qui s'est passé dans le Nord-Ouest. Nous ne souhaitons pas que l'ensemble du Cameroun se retrouve comme le Nord-Ouest. Maintenant, qu'est-ce qui fait problème au niveau du système électoral? Pourquoi vous ne voulez pas changer de ce côté-là? Écoutez, aucune loi n'est statique. Les lois sont faites. Mais depuis que les gens réclament qu'il faut revoir ça. Oui, mais écoutez, le gouvernement de la République s'est apporté réponse au moment M à toutes les sollicitations des Camerounais. Moi, je pense que il y a une appréciation que je ne sais pas de mauvaise foi sur la crise anglophone. Lorsqu'on dit qu'on a répondu par la violence ou alors par, vous avez dit, le voisin du SDF, il dit qu'on a montré le muscle. Vous contestez le fait qu'on ait montré le muscle. Vous avez parlé, je vous ai pas interrompu. Non, je vous dis une chose, les avocats ont marché, ils ont été reprimés. Les personnes de la société civile, notamment ceux du consortium, ont marché, ils ont été reprimés. On a même négocié avec le consortium. Et M. René Sadi s'est assis parce que les négociations bloquaient au niveau de la question du fédéralisme que la commission Moussongué, lorsqu'elle est allée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, lorsqu'elle est rentrée, l'une des propositions qui a été faite, c'est celle du fédéralisme. Et lorsque ça a bloqué, on a mélangé le consortium et le SCNC dans le même moule et on a décidé que c'était des terroristes et on les a enfermés. Voilà la réalité. Vous savez, lorsque vous parlez, vous n'êtes pas interrompu. D'abord, vous avez dit ici que le ministre Famendongo, le ministre d'État Famendongo a tenu des propos. Il me semble que c'est inexact. Il faut déjà corriger parce que je pense que... Le discours de l'honorable Wiba est disponible. Vous pouvez le prendre quand vous voulez. La parole de l'honorable Wiba n'est pas parole d'évangile. Moi, je la considère comme parole d'évangile. Si à chaque fois que je dois prononcer un mot, vous devez m'interrompre, je ne sais pas comment l'émission se terminera. Alors, je voulais faire observer également que ce n'est pas très exact de dire que le gouvernement montre le muscle. Il vous souvient, Serge Alonto, que lorsque la crise a commencé, il y a eu la réunion au niveau du ministère de la Justice avec les avocats. Il vous souvient que lorsque la crise a commencé par les enseignants, il y a eu des commissions spécialisées qui ont été mises en place au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère de l'Éducation de base, au ministère de l'époque. Et les réunions se sont tenues, des décisions ont été prises. On a abouti à l'ENAM, à la création d'une section comme l'or. On a abouti à la Cour suprême, à la création. Bref, il y a un ensemble de mesures qui ont été prises. Comment donc que ça perdure? C'est pour ça, je vous ai dit, c'est une crise, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est une crise qui est complexe. Les gens nous ont dit, allons au grand dialogue. On a convoqué le grand dialogue. On a invité les gens, notamment certains partis politiques même. Ils ne sont pas venus. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'on a montré le muscle. On a dialogué. Et les résolutions du grand dialogue aujourd'hui
il est question de les implémenter. L'une des résolutions, c'est la régionalisation. On convoque le corps électoral, il y a des gens qui viennent dans la rue et l'iconoclaste trouve grave que le ministre réponde à quelqu'un qui dit « je vais demander le départ du président de la République ». L'iconoclaste trouve grave qu'on ne réponde pas aux gens qui s'asseyent chez eux et décident carrément que dans notre pays, désormais, une dictature de la minorité va coloniser ceux qui ne parlent pas. Il y a des gens qui, vous croyez que ceux qui se taisent parce qu'ils n'ont rien à dire, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de bruit qu'on est majoritaire, c'est inexact de le dire. Et un monsieur ne peut pas s'asseoir, ou alors on ne peut pas, parce qu'une organisation de la société civile, prendre la parole dans une démocratie comme la nôtre et s'attaquer aux institutions. Président de la République, c'est une personne, une personnalité, un personnage et une institution. En même temps, il représente tout cela. Il est l'élu du suffrage universel. Et je ne peux pas laisser qu'on attaque un monsieur comme celui-là, qui en plus, pendant les événements de Bakassi, parlant du nord et du sud-ouest, les gens sont venus lui donner des moyens financiers pour abandonner toute revendication de souveraineté. Je le dis, c'est écrit dans les livres. Le chef de l'État a été dans cette affaire approché par, dit-il, le ministre Atarana Mbara, que je cite dans son livre, parce que lorsqu'on lui a demandé que du tout le temps que vous avez fait la présidence de la République, qu'est-ce qui vous a marqué? Il a dit l'événement de Bakassi. On lui a demandé pourquoi. Il a dit, des gens sont venus nous voir. Et lorsque je l'ai dit au président de la République, il m'a dit, je ne le ferai pas, nous ne le ferons pas. Nous serons poursuivis pour haute trahison. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a combattu pour son pays. On ne peut pas aujourd'hui se comporter comme si c'est quelqu'un qui n'a pas été approché pour des événements aussi sérieux et il a pris une position républicaine. Donc moi je pense qu'il a travaillé pour le pays, il est un serviteur de l'État et les Camerounais lui ont fait confiance à 71%, qu'on le laisse implémenter. La régionalisation est une mesure. On sait qu'il y a des gens qui parlent du problème de double nationalité. C'est beaucoup plus sérieux que cela. C'est également un problème qui va être étudié en son temps. Le code électoral peut être modifié à tout moment. De toute façon, si on modifie aujourd'hui, c'est une loi. Le RDPC étant majoritaire, le RDPC emportera lors du vote de la loi. Donc, me dit qu'on va faire un code électoral consensuel, j'ai toujours dit, et tu le sais Serge Alain, j'ai toujours dit que ce n'est pas possible, parce que quel que soit ce qu'on mettra dans le code électoral, il y aura toujours quelqu'un pour se plaindre. Aujourd'hui, le RDPC ne se plaint pas. Si vous voulez changer demain, le RDPC se plaindra. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui se plaindra. Il faut simplement que l'on respecte ce qu'on appelle en démocratie le fait majoritaire. C'est-à-dire que le fait majoritaire, c'est que lorsque vous êtes majoritaire, vous prenez des décisions, la minorité vous attend travailler et attend son tour et travaille pour devenir aussi majoritaire, pour vous renverser. Et non simplement passer les journées à s'attaquer à un système, à s'attaquer à la République, à s'attaquer aux valeurs. Ça ne sert à rien dans un pays aussi sérieux que le nôtre. On n'a pas besoin de cela. Non, mais je pense que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Quand vous dites que l'iconoclaste dit que le ministre Atangaji ne doit pas faire une sortie, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai plutôt dit qu'il gagnerait mieux à faire des sorties un peu apaisées dans le sens de l'apaisement. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit le contraire. Maintenant, sur le problème de fond, et c'est ce que le copain Eric essayait de dire tout à l'heure, vous parlez du dialogue. Vous parlez du dialogue, c'est bien. Mais on ne peut pas organiser un dialogue pour convaincre les convaincus. C'est pour ça que ceux d'en face ont tendance à dire que c'était un monologue. Parce qu'il y avait dans cette salle, ou en majorité, des gens qui chantent les louanges du président. Pour ainsi dire, les laudateurs obséquieux du président. Donc, comment est-ce que ceux qui ont passé le temps, d'abord, à nier l'existence de la crise, à appeler des autres des terroristes, dans un discours négationniste, s'emparer, vous invitez les mêmes gens à un dialogue, laissant de côté les acteurs majeurs de l'autre camp. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on résout une crise. Excusez-moi, monsieur l'iconoclaste, excusez-moi, juste une phrase. Est-ce que vous savez que toutes les personnes ont été invitées à ce dialogue? Je parle sous le contrôle de Serge Alontou. Mais Georges Tegem, ça c'est votre thèse. Je vous la concède. Vous ne pouvez pas dire autre chose que ça. Et moi je vous comprends. Vous êtes dans votre rôle. Et chacun est dans son rôle ici. Les organisations de la société civile ont demandé, on veut justement cette commission justice, vérité et réconciliation. Lorsqu'on s'achemine vers, on veut la justice, la vérité et la réconciliation, est-ce qu'on doit exclure certaines parties? C'est donc ça le problème de fond. Et c'est ce que j'essaye de... Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez que ceux qui ont nié l'existence du problème étaient dans la salle. Donc je dis donc, est-ce qu'on doit à un moment mettre de côté
c'est tout le monde qui doit être là. C'est-à-dire le bourreau et les victimes doivent se regarder comme en Afrique du Sud. Tout à fait. Période de post-apartheid. Quand je parle de ceux qui ont nié l'existence du problème, je parle du camp de Georges Tegem. Il y a eu une kyrielle, voire une ribambelle des discours des ministres, si je puis m'exprimer ainsi, des élites qui ont nié l'existence de cette crise au départ. Je ne veux pas citer le nom, ils sont connus. Et donc, c'est ce camp-là, en majorité, qui était dans la salle, pour ce qui concerne ce dialogue. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas organiser un dialogue pour convaincre les convaincus. C'est ce que moi je dis. C'est dans des situations d'extrême division comme ça qu'on parvient parfois à trouver un consensus. Et il était de bon ton, où il aurait fallu pour ce dialogue que les gens d'en face soient dans la salle pour poser clairement leurs revendications. Et qu'ensemble, avec les autres acteurs, qu'on essaye de trouver autant pour moi des solutions. Ce qui n'a pas été fait. On est dans le saupoudrage. C'est-à-dire on essaye d'esquiver le problème de fond. Et c'est ce qui nous ramène encore jusqu'à cet instant. Le problème de fond de la crise anglophone est connu. Pourquoi ne pas résoudre ça, Maître Georges Tegem? Pourquoi est-ce qu'on tourne autour du pot? On ne veut pas résoudre le problème de la crise anglophone. Et je voudrais vous dire, Serge Alain, ce problème même de la crise anglophone pose un autre problème qui est celui de la répartition juste et équitable des ressources. Ça, je dois vous le dire clairement. Le problème de la crise anglophone, c'est un problème de gestion des ressources. Vous pouvez me dire comment le pétrole du Cameroun est géré jusqu'à ce jour? Vous êtes un citoyen camerounais. Vous savez ce que le Cameroun gagne dans la part de passation entre la multinationale tant qui exploite et le gouvernement. Vous savez comment ça se passe au niveau du trésor public. Vous avez la traçabilité. C'est un truc opaque. Vous savez comment est-ce que le bois est géré au Cameroun? Vous savez comment est-ce que l'EVA est géré? Toutes les ressources sont gérées de manière opaque. Et quand on parle du dialogue, voilà un certain nombre de choses sur lesquelles on devait épiloguer. Mais on organise une histoire où je ne comprends pas. En tout cas, moi, en tant qu'iconoclaste, je ne comprends pas cette affaire. Et je dis que tant qu'on va continuer à faire ça, on ne va pas résoudre le problème. On ne pourra pas résoudre le problème en faisant ça. Donc il faut que tous les partis et autres qu'ils rentrent dans une salle et qu'on pose des problèmes sérieux et qu'on essaie ensemble de trouver des solutions, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Eric, ça fait un problème en plus, là. Hein? Il y a le Nozo, il y a Boko Haram qui n'a pas dit son dernier mot, même comme c'est de manière intermittente que ça se passe de ce côté-là, mais il y a une certaine accalmie de ce côté-là. Il y a le Nozo, mais il y a aussi la crise, hein, sociopolitique surtout, justement, autour des thèmes, code consensuel et tout ça. Voilà, le 22 aussi qui s'annonce. Justement, ça fait beaucoup là. M. Tegem a évoqué un certain nombre d'éléments, notamment le principe de la majorité qui gouverne. Lorsque vous avez obtenu la majorité de façon frauduleuse, il est normal que les autres contestent votre majorité. Il faut avoir une majorité légitime et acceptée de tous. C'est à travers un code électoral consensuel. Donc nous souhaitons justement avoir ce code électoral consensuel. L'autre chose que je voudrais dire, il a parlé de l'une des résolutions du grand dialogue, c'est la régionalisation. Je tiens à lui rappeler que c'est la Constitution de 1996 qui a retenu la décentralisation comme l'orientation administrative du Cameroun. Et ça fait 26 ans que nous attendons. Et au grand dialogue, après le grand dialogue, on a produit ce qu'on a appelé le Code général des collectivités territoriales 53 décentralisées. 53, il n'est pas 21. Donc, nous avons obtenu le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui intégrait un certain nombre d'éléments. Il faut 33 décrets d'application pour pouvoir le mettre en œuvre. Comment organiser les régionales, alors que sur le plan législatif, on n'a pas fini avec les décrets qui vont permettre d'implémenter les éléments qui sont contenus dans le Code général de la décentralisation. Ça, c'est une question. L'autre question également, au niveau de ce Code général de la décentralisation, c'est qu'il prévoit qu'au moins 15% du budget de l'État doit être octroyé aux collectivités territoriales décentralisées pour assurer le développement au niveau de la base. Malheureusement,
pour cette année, je crois qu'on est à moins de 100 milliards pour ce qui est de la dotation générale de la décentralisation. Si on avait appliqué ces fameux 15%, on serait à 750 milliards pour les collectivités territoriales décentralisées et on aurait pensé que des communes qui ont des budgets de 100 millions pourraient se retrouver à avoir 1 milliard, voire plus, pour pouvoir régler les problèmes des Camerounais à la base. Donc, il est important que M. Tegem comprenne que le RDPC, pendant longtemps, a dit de belles choses qu'ils ont été incapables d'implémenter. L'exemple que j'aime prendre, c'est que, et là je mets au défi, vous pouvez lire pour le libéralisme communautaire, qui est la vision politique de M. Biya. Prenez le libéralisme communautaire, vous prenez les mesures clés qui ont été proposées. Aucune n'a été implémentée. C'est-à-dire qu'on est dans le discours pour le discours. Et on essaye de rouler les Camerounais en continu dans la farine. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils continuent de faire. Et malheureusement, ça entraîne un certain nombre de tensions. Et nous leur demandons, M. Tegem, nous vous demandons d'écouter les Camerounais, de prendre leurs avis en compte pour pouvoir avancer ensemble vers le Cameroun que nous souhaitons tous. Mais Tegem, justement, vous avez dit que vous avez la majorité, la minorité. Est-ce que lorsque la minorité se plaint du système électoral, se plaint de la crise nord-ouest au sud-ouest, d'un certain nombre d'autres choses, on ne pouvait pas écouter cette minorité, on n'écoute pas? On a toujours écouté la minorité. Je prends au moins 3 exemples. Oui. Le SDF était minoritaire, ils ont demandé l'une transparente, ils l'ont eu. Oui. Les élections étaient organisées au Cameroun par le MINAT. Le SDF a demandé qu'on crée un organe indépendant, on a créé. Donc la minorité est toujours écoutée. Le RDPC n'est pas là pour, si vous voulez, c'est pas une dictature. Au contraire, c'est un parti qui a su s'adapter. C'est un parti qui a fonctionné dans un système, comment on dit, monopartiste. Et aujourd'hui, dans le pluralisme, il s'est adapté. Donc, ce n'est pas une guerre. Nous sommes dans une situation où on a un problème. C'est que les gens ne veulent pas accepter le fait majoritaire. Lorsque vous gagnez une élection, qu'on a proclamé les résultats, vous êtes vainqueur, vous gouvernez et la majorité prend des décisions, la minorité se tait. Ou alors, elle critique, mais elle ne peut pas changer les choses puisqu'elle n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir changer. C'est ça le problème. Et puis, sur la régionalisation comme étant la constitution de 96, je voulais faire observer que effectivement c'était la constitution de 96, mais le grand dialogue a abouti au statut spécial dans les deux régions. Même le statut spécial était contenu dans la constitution de 96. Sinon, il y aurait une modification de la constitution avant de voter cette loi. Non, la constitution prévoyait qu'on peut prévoir des dispositions spécifiques. Mais le statut spécial actuel est venu et créer la House of Chiefs, et créer même le médiateur indépendant. Donc il y a des structures qui ont été mises en place par cette loi. Et au sujet même, parce que vous parlez tout à l'heure du budget. Sur le budget, je pense que la session budgétaire s'ouvre au mois de novembre. Les régionales auront lieu en décembre. C'est à partir de l'année prochaine que les régions peuvent commencer à demander les 15% que vous évoquez. On a parlé des collectivités territoriales décentralisées. C'est mairie et région. Je vous en prie, rapidement, 30 secondes. Très rapidement, pour dire que M. Georges Tegem vient de faire un lapsus révélateur tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est passé de manière inaperçue, mais je ne peux pas laisser ça. Il dit que dans un pays sérieux, quand la majorité prend le pouvoir, la minorité se tait. Vous avez écouté? En fait, c'est le logiciel même. C'est-à-dire qu'ils sont focus dans ça. Le musellement. Je pense qu'il faut essayer de rectifier ça. C'est-à-dire que quand on est dans un pays sérieux, quand la majorité prend le pouvoir, on laisse l'opposition critiquer. C'est son rôle aussi. On laisse la société civile critiquer et même faire des propositions, tout comme certains partis politiques qui sont dans la sphère de la proposabilité. Et c'est donc ça qui fait la vitalité de la démocratie. Merci. Et vous comprenez donc pourquoi les marches sont systématiquement refusées au Cameroun. C'est parce que vous êtes justement dans la logique de ce que, quand la majorité prend le pouvoir, la minorité se tait. Merci. Merci Linus. Merci à vous également, Dr. Etoile, d'être venu. Merci Matt Tegem. Merci. Merci Eric Penap. Merci. C'est la première. Merci également, on va dire merci également au docteur Ghislain Nokam depuis Deauville en France. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Bonsoir, Goulmacon.